Charles Spencer ait donc fait fuiter un document jeudi matin qui a réussi là où 30 ans de relations publiques au palais avaient échoué. Prouver que toute l'histoire qu'on nous a racontée sur les princesses Diana et Anne était fausse. Pas seulement partiellement fausse ou incomplète, mais fondamentalement contraire à la réalité. La manière dont tout cela s'est produit est presque aussi intéressante que le contenu même de la lettre, car le moment choisi pour cette révélation, les détails précis de sa transmission et le fait qu'il existe apparemment 2 exemplaires de ce document dans différents coffres-forts en Angleterre, rien de tout cela n'est dû au hasard. Il s'agissait d'une diffusion coordonnée et l'équipe juridique du palais a apparemment passé une nuit entière à tenter de l'empêcher avant de réaliser qu'elle n'avait absolument aucun recours. Commençons donc par la boîte car la scène est véritablement digne d'un film. Charles Spencer est assis dans la bibliothèque d'Althorpe House, la propriété familiale des Spencer dans le Northamptonshire. Si vous avez déjà vu des photos de cet endroit, il correspond exactement à l'image que l'on se fait d'une bibliothèque aristocratique anglaise, de hautes fenêtres, des milliers de livres, reliés cuir, cette lumière matinale si particulière qui donne à l'ensemble des allures de films d'époque. Il est assis à un lourd bureau en noyer et une boîte en acajou vient d'être extraite d'un coffre-fort sécurisé situé sous les fondations même du manoir. Il ne s'agit pas d'un simple classeur au sous-sol, mais d'un véritable coffre-fort sous les fondations. Il enfile des gants d'archivage en coton blanc, un détail important qui indique clairement qu'il ne s'agit pas d'une simple séance photo de famille. Il s'agit du protocole de conservation des documents. Il sort une clé en fer la tourne dans la serrure en laiton et à l'intérieur de cette boîte, tapissée de soie bleue délavée, se trouve une simple feuille de papier à lettres bleu clair. La date inscrite sur cette feuille est le 10 août 1904, 2017, soit exactement 21 jours avant la mort de Diana à Paris. Cette date, à elle seule, change la portée de chaque mot écrit sur cette page. Avant d'aller plus loin, si cette analyse vous plaît et que vous souhaitez en savoir plus sur la famille royale, abonnez-vous à Crown Watch. Nous suivons ces affaires en direct et vous ne voulez pas manquer la suite. Quant à la lettre elle-même, le papier porte l'écusson rouge en relief du palais de Kensington et est couvert de l'écriture si particulière de Diana réalisée au stylo à billes noires. Et Charles Spencer n'a pas simplement trouvé cette lettre et convoqué une conférence de presse sur le champ. Il a passé 48 heures à collaborer avec un expert en documents judiciaires des archives des successions de Londres pour vérifier l'authenticité de la signature avant de prononcer le moindre mot en public. Ils ont comparé la pression et la régularité de l'encre avec des centaines de lettres authentifiées conservées dans les archives de la famille Spencer, et le verdict est tombé sans appel ce matin-là. Il s'agit de l'écriture de Diana, de ses mots, de sa signature. Il n'y a aucune ambiguïté. Ce qu'elle a réellement écrit remet en question tout ce que nous pensions savoir de la relation entre ces 2 femmes. Pendant 30 ans, le récit dominant véhiculé par les biographes royaux et la presse présentait Diana et Anne comme des rivales. On les dépeignait toujours comme des princesses à la pointe de la mode expressive et médiatique, tandis qu'Anne était une princesse pragmatique, traditionnelle, rurale et engagée dans des œuvres caritatives qui ne supportaient pas ce genre de choses. On supposait qu'elles s'évitaient en privé et n'avaient rien en commun. Cette lettre prouve que durant la période la plus sombre de sa séparation d'avec son mari, alors que la plupart des aristocrates l'avaient déjà abandonnée, Diana s'est tournée vers Anne comme principale source de conseils et de protection. Non pas une amie de son entourage, ni une confidente célèbre, mais la sœur du roi. La manière dont elle s'adressait à elle en dit long sur la profondeur de leur relation. Diana n'utilisait pas de titres aristocratiques officiels. Elle s'adressa à Anne simplement en l'appelant Anne sur un ton intime
qui révélait sa grande vulnérabilité durant cet été 1904, 20 sept. La lettre expose son inquiétude grandissante face au protocole institutionnel rigide utilisé par les hauts dignitaires de la Cour pour gérer l'image publique de ses deux fils, William et Harry. Elle écrivait ressentir le besoin urgent d'ériger une barrière protectrice indépendante et permanente autour du développement émotionnel des garçons, et elle pensait qu'Anne était la seule au sein de toute la famille Windsor à avoir le courage de s'opposer à la bureaucratie du palais. Imaginez ce que cela signifie. Diana a examiné chaque membre de cette famille et a conclu que la seule personne qui se battrait réellement pour ses enfants était celle que la presse ne cessait de décrire comme froide et distante. C'est là que la logistique de cette lettre devient vraiment intéressante, car Diana ne l'a pas simplement déposée dans une boîte aux lettres ordinaires au palais de Kensington. Elle savait que l'appareil central du palais surveillait sa correspondance pendant cette période. Elle a donc utilisé ce qui est décrit comme un réseau postal informel, très secret, utilisé par les jeunes membres de l'aristocratie pour contourner les courtisans de haut rang. Elle a donné pour instruction à son chauffeur personnel le plus fidèle de conduire l'enveloppe directement aux écuries de Gatcombe Park, la propriété privée d'Anne, et de la remettre en main propre au palefrenier en chef d'Anne, sous l'ordre strict d'une confidentialité absolue. Donc, ce document n'a pas été envoyé par la poste ni par aucun canal officiel. Il a été remis en main propre aux écuries par une personne en qui Diana avait une confiance absolue, et de là, il est arrivé directement sur le bureau d'Anne. Le système de contrôle du palais n'y a jamais touché. Charles Spencer aurait apparemment prévenu Clarence House avant que l'affaire ne soit rendue publique. Son équipe juridique a remis une photocopie haute résolution du document au secrétaire particulier du roi mercredi après-midi par pure courtoisie, lui permettant ainsi d'en examiner le texte avant l'annonce. L'arrivée de ce dossier a déclenché une véritable frénésie au sein du service juridique du palais. Des juristes de haut rang ont passé la nuit à étudier les lois de 1993 sur le Royal Trust afin de déterminer si la couronne disposait d'un fondement juridique pour demander une injonction empêchant la publication. Ils ont finalement conclu que puisque la lettre originale avait été découverte dans les archives privées d'Althorp House et qu'elle était adressée à un particulier et non à un fonctionnaire, la couronne n'avait aucune autorité constitutionnelle pour la censurer. Il s'agissait d'un document historique indépendant totalement hors du champ d'application de la loi sur les secrets officiels et du Royal Collection Trust. Les juristes du palais ont dû en substance annoncer aux conseillers du roi: « Nous ne pouvons rien faire, c'est inévitable. » Alors que contenait cette lettre pour provoquer une telle mobilisation au sein du service juridique du palais, Diana a écrit qu'elle avait découvert un document administratif précis grâce à une source fiable au sein du bureau d'enregistrement du palais, seulement 48 heures avant de s'asseoir pour écrire à Anne. Ce document divulgué détaillait un plan confidentiel élaboré par de hauts responsables de la Cour visant à modifier systématiquement son dispositif de sécurité internationale et à réduire sa protection rapprochée au minimum dans le but de la contraindre à renoncer à ses activités médiatiques indépendantes. Elle a explicitement employé l'expression « piège administratif » pour décrire les mécanismes juridiques mis en place par les avocats du roi. Elle a expliqué que l'objectif final était d'utiliser une clause ancienne de la loi de 1772 sur les mariages royaux afin d'engager une procédure de garde privée en invoquant la prérogative royale de contrôler l'éducation, la résidence et les déplacements quotidiens de William et Harry. Ce n'est pas une crainte vague.
C'est une stratégie juridique précise dont elle a obtenu les détails. Et sa principale préoccupation n'était ni sa propre réputation publique ni l'organisation de son voyage. Elle écrivit que sa plus grande crainte était le climat institutionnel froid qui consumerait ses fils si elle était soudainement éloignée de leur éducation quotidienne. Elle décrivit les conseillers principaux qui géraient la maison centrale comme un conseil d'administration qui considérait les jeunes princes comme des rouages fonctionnels de l'appareil d'État plutôt que comme des êtres humains en développement ayant besoin d'une véritable affection parentale. C'est une description accablante rendue encore plus terrible par le fait qu'elle écrivait à la propre sœur du roi, lui signifiant en substance que l'appareil familial allait détruire émotionnellement ses enfants si personne n'y mettait un terme. L'appel adressé spécifiquement à Anne rend la lettre apparemment presque insoutenable à la lecture. Diana y suppliait Anne de ne pas se laisser influencer par les ragots superficiels de la cour orchestrée pour les diviser depuis 10 ans. Elle expliquait avoir choisi Anne car elle était la seule membre de la famille Windsor à posséder le courage de regarder un monarque régnant droit dans les yeux et de défendre les droits fondamentaux d'une mère. Elle souhaitait qu'Anne fasse barrage à ses fils et les traditionalistes qui voulaient en faire des symboles distants et insensibles de l'État. L'examen médico-légal du manuscrit original a révélé que Diana avait passé plusieurs heures à peaufiner cet avertissement. Au verso, on trouve de nombreuses corrections. Elle a raturé des phrases initiales et les a remplacées par un langage plus précis et juridiquement contraignant. Elle s'assurait que si ce document était un jour retrouvé lors d'une future crise familiale, les juristes du palais ne puissent pas le rejeter comme une simple réaction émotionnelle. Elle constituait ainsi un dossier légal. Mais voici le détail qui apparemment a semé une nouvelle vague de panique à Buckingham Palace jeudi matin. Au milieu de la deuxième page, Diana mentionnait un dépôt personnel secret contenant plus de 200 lettres originales et extraits de son journal intime datant de ses années d'école et du début de son mariage. Elle avait confié à Anne avoir caché ce dépôt complètement en dehors du palais, à l'écart des archives royales du château de Windsor. Et elle a donné pour instruction à ses administrateurs personnels de rendre publique l'intégralité des archives si l'administration centrale tentait de lui interdire tout contact avec ses fils après la rentrée scolaire d'automne. Il y aurait donc potentiellement un coffre-fort quelque part peut-être à Fleet Street, selon certaines sources, contenant 200 documents que Diana avait spécifiquement mis de côté comme assurance. Les équipes juridiques du roi travaillent apparemment sans relâche pour retracer les mouvements des biens de la famille Spencer de cette époque afin de localiser ce coffre avant que d'autres informations ne soient divulguées. La situation est délicate pour le palais. La lettre se termine par une postface ajoutée par Diana juste avant de sceller l'enveloppe. Elle écrit qu'elle part pour la Méditerranée le lendemain matin, rongée par l'angoisse administrative, sentant que le temps lui était compté pour assurer la sécurité émotionnelle de son fils. 3 semaines plus tard, elle décédait. Cette postface transforme ce document simple, correspondance familiale, en un véritable testament. Parlons maintenant du point de vue de la princesse Anne, car ce qu'elle a fait de cette lettre pendant 30 ans est tout à fait remarquable. Elle a conservé son exemplaire dans un coffre-fort militaire ignifugé, boulonné au mur de pierre de son bureau privé à Gatcombe Park, Ouchet. Dissimulé sous des couches de registres d'élevage équin et de titres fonciers familiaux. Ce coffre-fort est resté intact pendant 30 ans, sans qu'aucun employé du palais ni inspecteur des lieux n'y touche. Dans tous les documentaires, tous les mémoires, tous les enregistrements divulgués vendus à des chaînes internationales,
pour des millions de livres, elle n'a jamais accordé la moindre interview. Elle n'a autorisé aucun communiqué de presse. Elle a gardé cette lettre sous clé et n'a absolument rien dit. Les réalités structurelles de ses fonctions royales expliquent son choix. Anne a consacré toute sa vie d'adulte à incarner le pilier fondamental de l'infrastructure traditionnelle de la couronne. Son allégeance première va à la continuité à long terme de l'État et non à des campagnes de relations publiques, personnelles ou aux fluctuations médiatiques. Elle comprenait que la révélation d'une lettre faisant état d'un complot administratif au sein du palais aurait déclenché une crise constitutionnelle majeure durant la délicate période de transition de la fin des années 1990. La fureur publique aurait compromis la stabilisation de la monarchie et menacé directement le règne futur de son neveu William. Aussi, au lieu de s'engager dans une polémique publique contre les conseillers du palais, Anne a choisi d'assumer le poids émotionnel de cette lettre dans le plus grand secret et de remplir discrètement le rôle protecteur que Diana l'avait supplié de jouer. Les archives de la cour le confirment. Entre 1904, 1997 et 2005, Anne a discrètement modifié son calendrier caritatif officiel afin d'être systématiquement présente au domaine de Windsor pendant les vacances scolaires de ses fils. Elle n'y a pas emmené d'équipe de tournage ni invité de journalistes royaux. Elle arrivait simplement en voiture privée, passait des heures à se promener avec William et Harry dans les allées paisibles du Grand Parc, leur offrant ainsi un cadre stable et authentique totalement à l'abri des manœuvres de relations publiques qui se déroulaient à Clarence House. Alors que les tabloïds la dépeignaient comme une traditionnaliste froide et indifférente à la tragédie, Anne incarnait précisément le rempart émotionnel que Diana avait espéré. Elle n'en avait simplement jamais parlé à personne. La tension autour de ce secret atteignit son paroxysme en 2026 lorsque les archivistes du palais commencèrent à préparer une importante célébration nationale. Le maître de maison demanda un audit complet de toutes les archives de correspondance privée de Gatcombe Park, souhaitant transférer les documents historiques sensibles au dépôt central du château de Windsor, où ils pourraient être examinés et leur accès restreint en vertu de la règle des 50 ans relative à la confidentialité des données d'État. Il rejeta catégoriquement cet audit. Elle déclara aux employés du registre central que son coffre-fort privé contenait une correspondance familiale personnelle totalement distincte des procédures administratives de l'État et refusa de leur en remettre les clés. Le service juridique du palais réalisa qu'il n'avait aucun fondement légal pour contraindre une fille de la reine Élisabeth à céder ses documents d'héritage privé sans déclencher une bataille juridique interne extrêmement dommageable et renonça donc à ses demandes. La coordination entre Charles Spencer et Anne avant cette annonce mérite d'être soulignée. Le comte se rendit dans le Gloucestershire en voiture privée pour s'entretenir d'urgence avec Anne dans son bureau. Il l'informa que son équipe juridique avait vérifié indépendamment le manuscrit original trouvé dans la bibliothèque d'Althorp et qu'il estimait que l'intérêt public exigeait une publication immédiate afin de rectifier le récit historique erroné. Anne écouta en silence, les mains posées sur le bord de son bureau à cylindre, puis donna son accord formel et discret pour la poursuite des travaux. Elle comprenait que l'exemplaire d'Althorp étant désormais dûment authentifié par des experts, toute tentative supplémentaire de dissimuler. Le duplicata passerait pour une tentative désespérée de dissimulation orchestrée par le palais. Plus tard dans l'après-midi, le coffre-fort fut ouvert afin que ses avocats personnels puissent comparer une dernière fois le texte avec le manuscrit d'Althorp. La copie du document bleu clair correspondait parfaitement. La réaction à Buckingham Palace, lorsque l'affaire fut rendue publique, fut apparemment un véritable chaos.
Plus de 300 ordinateurs administratifs du réseau du palais accédèrent simultanément aux numérisations haute résolution téléchargées depuis le serveur de presse de l'auteur. Le flux de travail habituel, incluant la planification des visites diplomatiques et la rédaction de communiqués de presse mineurs, fut complètement interrompu. Les directeurs de la communication abandonnèrent leur pause café pour se rassembler autour du mur de surveillance des médias, observant les correspondants de BBC News et de Sky News postés devant les grilles du palais brandissant des éditions imprimées en première page, dont les titres analysaient l'expression piège administratif que Diana avait écrite 33 ans auparavant. Le préjudice stratégique causé à la structure judiciaire actuelle est considérable. Pendant des années, la machine de communication du palais a présenté les tensions royales des années 1990, comme une simple et tragique rupture d'un mariage privé dépensant des millions de la dotation souveraine pour projeter une image de modernité et de continuité. La révélation d'une alliance secrète entre Diana et Anne fait voler en éclats ce récit officiel. Les sondages d'opinion ont révélé une vague de sympathie immédiate et massive envers Anne, plus de 80% des personnes interrogées la félicitant d'avoir porté le fardeau émotionnel en silence absolu pour protéger les jeunes princes. Parallèlement, la perception du public à l'égard de l'ancienne garde administrative a chuté, car le texte dépeignait explicitement la bureaucratie du palais comme une machine de contrôle froide qui privilégiait le contrôle institutionnel à la compassion humaine fondamentale. Cela a immédiatement posé un problème opérationnel à l'équipe de communication, car une importante campagne médiatique devait être lancée vendredi matin pour promouvoir les apparitions caritatives de la reine Camilla à Londres. Après la diffusion massive de la lettre de l'auteur, les responsables de la communication ont réalisé que poursuivre la publication d'informations sur la mode et le style de vie serait d'une insensibilité flagrante, alors que le public lisait le dernier avertissement désespéré d'une mère. Le secrétaire général du roi a gelé tout le programme promotionnel et a mis les supports médiatiques en lieu sûr jusqu'à ce que la tempête médiatique se calme. Il y a ensuite eu l'appel téléphonique entre le bureau du roi à Clarence House et le bureau privé du prince William à Adelaide Cottage. Les conseillers du roi souhaitent rédiger une déclaration familiale commune pour se défendre, reconnaissant la valeur historique de la lettre, tout en la présentant comme le reflet d'une époque révolue de tensions à la cour. Charles voulait que William signe un texte affirmant que la famille avait depuis longtemps surmonté les conflits administratifs de 1904-27. William a catégoriquement rejeté le texte du palais lors de cet appel de 20 minutes. Il informa le secrétaire particulier de son père qu'il n'autoriserait pas son personnel à participer à une quelconque campagne de relations publiques visant à minimiser ou à déformer les propos originaux de sa mère. Il déclara que la note manuscrite laissée par Charles Spencer était un document authentique de l'histoire de sa famille et qu'il respectait pleinement le secret absolu que sa tante Anne avait maintenu pendant 30 ans afin de protéger son éducation. En refusant de soutenir la stratégie défensive de l'administration centrale, William isola de fait les conseillers du roi et exposa l'appareil palatial au grand jour. L'influence de l'après-midi au service de presse du palais témoigne de leur manque de préparation. Les téléphones sonnaient sans cesse, des centaines de journalistes internationaux exigeant de savoir si la couronne allait ouvrir une enquête officielle sur le dépôt secret mentionné dans le texte. Les attachés de presse étaient complètement démunis. Ils ne pouvaient que réciter une déclaration générique et répétitive sur le caractère privé des documents familiaux historiques, la voix légèrement brisée par l'émotion face à cette révélation historique qu'aucune diplomatie de palais ne pouvait contenir.
La vérification administrative finale a été enregistrée dans la base de données du greffe des successions de la Haute Cour de Londres à 16h le vendredi après-midi. Un archiviste judiciaire de haut rang a apposé des codes de cryptage numérique sur le dossier nouvellement traité, le cataloguant dans les registres historiques nationaux permanents. Le document original bleu clair de 1997 du palais de Kensington est désormais officiellement enregistré aux archives publiques de l'État dans une boîte d'archives sécurisée à température contrôlée à l'abri de toute tentative future de censure ou de modification administrative. Devant les grilles de Buckingham Palace, des milliers de personnes se tenaient en silence, brandissant les éditions du soir, imprimées, reproduisant en pleine page l'écriture manuscrite de Diana. Le sondage réalisé ce soir-là montrait que plus de 90% des personnes interrogées exprimaient leur profonde gratitude pour la protection qu'Anne avait apportée au jeune prince. Alors, où cela laisse-t-il la cour moderne? L'administration centrale du roi Charles est confrontée à une réalité où 30 ans de gestion du récit ont été réduits à néant par une simple feuille de papier provenant des archives d'Althorp. La future cour, dirigée par William depuis Adelaide Cottage, semble totalement à l'abri des répercussions, car le public reconnaît désormais que son style de leadership moderne est en parfaite adéquation avec le modèle émotionnel que sa mère a si ardemment défendu. L'ancienne garde des conseillers a été contrainte au silence et la princesse Anne, que les tabloïds ont dépeinte pendant des décennies comme froide et distante, s'est révélée être la personne en qui Diana avait le plus confiance pour protéger ses enfants des rouages de l'institution. Cette voix venue du passé n'a pas simplement ajouté une note de bas de page à l'histoire royale, elle a complètement bouleversé le récit que nous pensions connaître.